bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet évidemment qui me tient à cœur. Ce sont les patients âgés et les patientes âgées, plus particulièrement dans le cadre du cancer du sein. Et comme vous allez le voir, en fait, finalement, vieillir, ce n'est pas une fatalité. Sûrement pas, en tout cas, pour ce qui est de la prescription de certains traitements, notamment voilà, une molécule. Alors on n'est pas dans l'après-cancer, on est malheureusement dans le pendant-cancer, puisque ce sont des patients qui ont toujours leur maladie, une maladie qui en général est plutôt progressive malheureusement, et qu'on va essayer de réverser avec certains traitements. Alors je pourrais éventuellement vous donner peut-être aussi mon opinion sur 2-3 choses qui concernent l'activité physique et les patientes âgées, parce que je pense que là il y a aussi des choses à dire, notamment en termes de la tolérance des traitements. Mais très clairement, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut très bien avancer en âge et pourtant continuer à bénéficier des traitements les plus modernes, voilà, avec une tolérance tout à fait acceptable. Et c'était le propos de cette étude. Pourquoi? Parce que finalement, voilà, le contexte il est celui-là. En France, vous avez un tiers des patients qui sont diagnostiqués avec un cancer du sein qui ont 70 ans ou plus. Un tiers. Voilà. Et malheureusement, en fait, dans les études qui permettent l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, même les plus modernes, eh bien, ces patientes-là représentent encore une frange trop petite des patientes qui sont incluses dans les essais. Donc, en fait, on a assez peu de données. Et là, en l'occurrence, dans ce médicament, en fait, le palbociclib est un médicament qui a été quand même une petite révolution, puisque sur des patients qui progressaient en fait en hormonothérapie, les études qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ont montré que finalement, on pouvait récupérer 24 mois de tranquillité en médiane. Donc c'est un résultat assez spectaculaire. Et l'idée, c'était de voir si, d'une part, on pouvait espérer la même chose chez nos patients âgés, surtout par rapport à la tolérance de ce médicament, parce que c'est quand même quelque chose qui nous occupe beaucoup, la tolérance des traitements, de voir un petit peu comment ça se passait en vraie vie chez des patientes âgées non sélectionnées. Donc on a monté une cohorte nationale dans laquelle on a inclus en fait 817 patients. Et ce sont les résultats un petit peu de la tolérance de ce médicament que je vais vous présenter. Le contexte était celui-là, donc toutes les patientes étaient incluses, peu importe les cohortes, mais voilà, il y en avait qui avaient déjà eu des traitements avant de recevoir ça, et puis on regardait ce qui se passe à différents temps, à T0, et puis ensuite 3 mois, 6 mois, 9 mois, et on faisait une évaluation gériatrique pour essayer de bien voir un petit peu aussi comment le traitement pouvait impacter certaines variables de l'état de santé global de nos patientes les plus âgées. Alors, avec une évaluation gériatrique très simple que je vous présente là, mais qui permet de screener un petit peu les éléments les plus importants de l'état de santé global de nos patientes, c'est-à-dire l'environnement social, avec deux questions très simples. Est-ce que les patientes vivent seules? Et si elles vivent seules, surtout, est-ce qu'elles ont une personne susceptible de pouvoir les aider en cas de besoin? Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Avoir une personne ressource, c'est quelque chose de clé en gériatrie. Leur état fonctionnel, apprécié au travers des activités de base de la vie quotidienne, ce qu'on fait tout un chacun le matin en se levant. Voilà, on se lève de son lit, on est capable d'aller tout seul aux toilettes, on est capable de se laver, de s'habiller, de manger, et on est continent. Et puis des activités dites instrumentales, alors là c'est un petit peu plus sophistiqué, entre guillemets, c'est est-ce qu'on est capable de prendre ses médicaments tout seul, est-ce qu'on est capable de gérer ses finances, voilà, sur 4 critères. Est-ce qu'on marche correctement avec un test particulier? Je ne détaillerai pas, ce n'est pas le propos. L'état nutritionnel, parce que là, effectivement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la nutrition, et c'est quelque chose d'extrêmement fondamental en gériatrie, l'état nutritionnel. Donc, on regardait un petit peu ce qui se passe. L'état cognitif, bien évidemment, les troubles de la mémoire, on sait qu'ils sont plus fréquents chez le sujet âgé potentiellement, mais ce n'est pas non plus une constante. On ne peut pas dire ça. Mais on regarde un petit peu ce qui se passait, l'état thymique, c'est-à-dire le moral, et puis les problèmes de santé connexes à la pathologie cancéreuse, qu'on appelle les comorbidités. Alors, si on regarde, vous voyez, on a quand même des vraies patientes âgées, puisque dans notre étude, c'était des patients de 70 ans et plus, mais bien évidemment, comme c'est de la vraie vie, on a quelques patients plus jeunes que 70 ans, il y en a eu très peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, les patientes les plus âgées, ça allait jusqu'à 98 ans. Voilà. Donc on a des patients qui, même au-delà de 90 ans, peuvent être traités par les thérapeutiques les plus modernes qu'on a à disposition à l'heure actuelle. Et que ces patientes-là, pour certaines d'entre elles, globalement, et ça c'est très intéressant,
En fait, ici, alors où est le pointeur? Donc ici, vous avez en fait des statuts fonctionnels appréciés de manière assez globale, ce qu'on appelle le performance statut. 0 ou 1, globalement, c'est tout un chacun. 2, c'est quand on est debout la moitié de la journée, mais on a quand même besoin de s'asseoir pour se reposer. 3, bah, ma foi, il faut s'asseoir plus de la moitié de la journée, c'est un peu compliqué de faire certaines activités. Et 4, là, on est dépendant, enfin, ça devient vraiment compliqué de faire les choses. Donc vous voyez que finalement, on a quand même dans 75% des cas, effectivement, des patientes qui se présentent en apparence, nos patientes âgées, avec un bon état fonctionnel comme ça de prime abord. Retenez bien ça parce que vous allez voir que c'est important pour la suite. Donc, dans 3/4 des cas, elles avaient un bon état de santé en apparence. C'était des patientes donc, qui étaient effectivement métastatiques pour beaucoup d'entre elles, avec essentiellement des atteintes pulmonaires, hépatiques, cérébrales, mais surtout osseuses. Hein. Et puis on avait en fait une maladie qui était seulement osseuse métastatique dans 32% des cas. Donc, c'était des patientes aussi qui étaient, pour certaines, donc, alors, là, on était, enfin, pour certaines d'entre elles, il y avait eu juste, on était en première ligne de traitement, pour d'autres, on était en deuxième ligne, pour d'autres, elles avaient déjà reçu 2 traitements, et on était là en 3e ligne de traitement, ou plus. Donc là encore, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que finalement, même quand on avance en âge, on garde la capacité de pouvoir être traité, et traité comme il se doit, comme quand on est plus jeune. Alors évidemment, toute proportion gardée, c'est-à-dire que c'est sous réserve de l'état de santé global et de l'ajustement de certaines prises en charge, des autres problèmes de santé notamment. La plupart du temps, en fait, elles avaient les traitements qu'on appelle les inhibiteurs de l'aromatase, que le docteur Medeni vous a présenté un petit peu avec leur cortège malheureusement d'effets secondaires, ou un médicament anti-hormone, le fulvestrant qui se met en injectable et non pas en comprimé. Si on regarde l'évaluation gériatrique, et donc je reviens à ce que je vous disais, alors que finalement 3/4 d'entre elles avaient un bon état de santé apparent, ben on se retrouve malgré tout, avec notre petite évaluation gériatrique toute simple, à montrer que pourtant il y a quand même un certain nombre de problèmes de santé sous-jacents qu'il ne faut sûrement pas minimiser, qu'il va falloir prendre en compte de manière concomitante au traitement du cancer du sein. Donc là, en fait, déjà, vous voyez que leur environnement social, ben, malheureusement, enfin, dans l'immense majorité des cas, pardon, il y avait quand même une personne ressource, mais qu'elles étaient quand même isolées dans presque la moitié des cas. L'autonomie pour les activités de base de la vie quotidienne, grosso modo, ça allait, mais on avait presque 30% d'entre elles qui avaient quand même quelques difficultés pour des activités un peu plus complexes, alors qu'a priori, en apparence, elles sont très bien. Des problèmes de mobilité dans presque 20% des cas, alors que dans 3/4 des cas, elles paraissent bien sur le plan fonctionnel. Pareil pour l'état nutritionnel. Le statut cognitif, alors des troubles cognitifs, quand on gratte un petit peu voilà, avec un test, on se rend compte qu'il y a quand même une fragilité cognitive voilà, qui peut être démasquée par une évaluation. Voilà, des troubles de l'humeur, donc ça veut dire qu'effectivement, cet état de stress psychologique induit par la maladie peut aboutir à d'authentiques éléments dépressifs au cours de la prise en charge de nos patients âgés. Hein. Je vous rappelle que les 2 pics de fréquence de la dépression, c'est l'adulte jeune, l'adolescent tardif et le sujet âgé. Donc voilà, on est vraiment dans une situation où il ne faut sûrement pas méconnaître cela. Et puis des patients qui avaient quand même un poids, des problèmes de santé connexes assez importants, puisque vous voyez que en fait, là, presque 85% d'entre elles avaient des éléments donc, de comorbidité un peu importants. Malgré ça, eh bien, on se rend compte que quasiment dans 3/4 des cas, on arrivait à démarrer le traitement en fait à la dose recommandée de 125 mg par jour 3 semaines sur 4, et puis pour des doses plus faibles, un petit peu moins. Et ça, finalement, quel que soit l'âge, grosso modo, parce que là, il n'y avait pas de différence en fait entre les deux groupes, quel que soit l'état fonctionnel ECOG, et puis voilà, et le problème de santé. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que finalement, on a montré que certes, on avait une fréquence accrue, enfin pas accrue, pardon, on avait une fréquence importante des effets secondaires, mais que finalement, ce n'était pas pire que ce qu'on avait observé dans les études initialement faites dans le développement de ce médicament, les études Palomar. Donc finalement, on avait 70% des patients qui présentaient un effet secondaire, au moins un, parfois plus. Voilà. Seulement 43% avec un effet secondaire, on va dire, sévère, et celles qui avaient au moins un ou plus effet secondaire grave ne représentaient que 23%. Donc finalement, ce n'est pas tant que ça, en fin de compte.
Et ça correspond, grosso modo, à ce qu'on observait chez des patientes plus jeunes. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça aboutissait, finalement, ces effets secondaires n'aboutissaient à l'arrêt définitif du traitement que dans seulement moins de 6% des cas. Voilà. Donc ça veut dire que, grosso modo, on a quand même une sécurité d'emploi de ce médicament chez nos patientes les plus âgées. Et quand on s'intéresse aux effets secondaires plus spécifiquement, quels sont les effets secondaires les plus fréquents? Vous avez la neutropénie, c'est-à-dire la baisse de certains globules blancs, ce qu'on appelle les neutrophiles, qui nous défendent contre les infections bactériennes. Eh bien, en fait, ça ne diminuait que dans 43% des cas. Et le fait de faire une diminution de ces globules blancs associés à un épisode infectieux sévère, ce qu'on appelle la neutropénie fébrile, c'était 1,1% seulement chez nos patientes âgées, alors que dans les essais qui ont conduit l'autorisation de mise sur le marché, c'était plus élevé. Donc chez des femmes plus jeunes, finalement. Finalement, quand on regarde en fonction des caractéristiques à l'inclusion, en fait, alors c'est un observatoire, c'est-à-dire qu'on ne prétendait pas comparer stricto sensu les différents paramètres au sens statistique du terme, mais de manière globale, on se rend compte que, en fait, quel que soit l'âge, quel que soit le statut fonctionnel, quel que soit l'âge, je ne vous ai pas parlé du score génique, mais peu importe, ça permet d'apprécier grosso modo un potentiel de fragilité chez nos patientes les plus âgées, ou bien selon les comorbidités, on se rend compte que finalement, l'âge, plus de 80 ans versus moins de 80 ans, elles ne font pas plus de toxicité, le statut fonctionnel n'intervient pas, même quand elles ont des comorbidités, finalement, on n'augmente pas de manière significative le risque de toxicité, voire on aurait plutôt tendance à le diminuer, mais c'est peut-être parce que justement, comme on tient compte des problèmes de santé, on a tendance à diminuer un peu les médicaments de base. Et puis, en revanche, effectivement, celles qui font plus de toxicité sont celles qui ont été déjà pré-traitées, parce qu'en fait, elles ont déjà eu le poids des traitements avant, qui peut-être explique cette tolérance plus difficile avec l'avancée du traitement. Donc, en conclusion, Paloma, c'est la première étude en vraie vie sur un grand nombre de patientes. Alors c'est une cohorte française, prospective, et on voit que finalement, on peut passer un médicament qui fait partie des médicaments les plus récents, donc chez nos patientes les plus âgées, jusqu'à 98 ans. Et dans mon expérience au quotidien, je peux vous promettre que j'ai des patientes de plus de 90 ans, et ça se passe très très bien avec ce médicament-là, et elles vivent leur vie presque normalement. Pour certaines, elles sont un petit peu fatiguées, mais voilà, on ajuste les choses au fur et à mesure du temps qui passe, on va ajuster les traitements. Bien évidemment, ce sont des résultats préliminaires qui ne concernent que la tolérance. Alors on a regardé la tolérance sur les 6 premiers mois de traitement. On va avoir, c'est encore en cours d'analyse, des résultats à plus long terme, jusqu'à 30 mois de suivi. On attend ça avec impatience, et puis on aura les données d'efficacité également. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement l'âge et les facteurs de fragilité potentielle, finalement, ne sont pas un obstacle à la réalisation du traitement. Un petit mot sur l'activité physique. Moi, je la recommande aussi de manière extrêmement... c'est pas fréquent, c'est permanent. C'est-à-dire qu'à chaque consultation, je passe mon temps à faire le couplet et l'apologie de l'activité physique auprès de mes patientes âgées, pour toutes les raisons qui vous ont été expliquées là, puis aussi parce que je pense notamment à la danse. Il y a au moins 3 études qui sont sorties, dont une issue de Harvard, qui montre qu'actuellement, la danse semblerait être le meilleur moyen de prévention contre les maladies neurodégénératives, type maladie d'Alzheimer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'a priori, ça sollicite le cerveau dans son intégralité. Vous avez la coordination, vous avez à écouter la musique, vous avez à écouter le partenaire avec qui vous dansez. Vous avez la socialisation, le fait d'avoir ses cours, la récurrence, un emploi du temps. Donc, voilà. Et en fait, de la même façon, en termes de tolérance, chez nos patientes âgées, on se rend compte que celles qui ont une activité physique régulière gardent globalement une meilleure tolérance des traitements que celles qui n'ont pas d'activité physique. Voilà. Donc merci à toutes les patientes qui ont participé à cette étude et à tous les centres.